En ce moment, Henrietta est vraiment trop contente et les gens l'ont remarqué. Elle vient de croiser Vivia qui lui demande pourquoi elle porte un énorme sac à dos, et la blonde lui raconte qu'elle a apporté plein de choses parce qu'elle est excitée par le festin. Cet homme leur demande pourquoi elles ne sont pas au restaurant du protagoniste, et Henrietta lui explique qu'il est temporairement fermé parce que c'est un jour assez spécial. Pendant ce temps, le protagoniste demande aux deux filles si elles sont prêtes, ce à quoi elles répondent oui. Denny demande aussi à Atelier si elle sait où ils vont, parce que dans ce cas elle n'avait pas besoin de venir avec son tablier, mais elle s'en fiche complètement. Avec tout le monde réuni, Henrietta propose de faire un récapitulatif. Elle demande s'ils ont des serviettes, du savon, des seaux, et à ce stade on devine déjà où ils vont, non? D'ailleurs, je suis toujours surpris d'apprendre que Vivia est un garçon. Honnêtement, même son prénom ne lui correspond pas. On peut aussi remarquer la différence avec Denny, elle est écrasante. En fait, le protagoniste lui demande pourquoi il est si maigre. Il lui dit que s'il faisait juste 2000 pompes sur la tête tous les jours, il pourrait avoir un physique comme le sien. Du côté des filles, elles bavardent aussi, mais dans un ton plus détendu, bien qu'elles soient dans le village de la brume. Après le bain, tout le monde se réunit et c'est le moment de l'événement principal. Denny demande à Henrietta de commencer, et toute nerveuse, elle se met à remercier tout le monde d'être là. Elle dit qu'elle est très heureuse pour ceci, pour cela, mais le protagoniste lui demande d'aller droit au but. D'un coup, elle se met à pleurer et dit que jusque-là, tout le monde avait bien pris soin d'elle, mais qu'enfin, oui enfin, elle a trouvé un travail. Eh bien ça, c'est une vraie raison de fêter. Tout le monde applaudit et se réjouit, car elle va enfin cesser d'être une chômeuse. Mais quel travail va-t-elle faire? Contrairement à ce qu'on aurait pensé, Henrietta n'entre pas dans un groupe d'aventuriers, mais obtient un poste parmi les chevaliers. Après y avoir longuement réfléchi, elle a décidé qu'elle voulait travailler en aidant les gens. Maintenant, Denny demande à Vivia de dire ce qu'il a à dire. Celui-ci se lève et annonce qu'il a trouvé son prochain groupe. Même si ce n'est pas un groupe très grand ni populaire comme il l'aurait voulu, c'est sa première étape pour devenir un grand mage. Tout le monde est content et Henrietta lui dit qu'il va aussi arrêter d'être une chômeuse. Il lui répond qu'elle ne devrait pas le mettre au même niveau, car lui au moins il a payé sa nourriture tout ce temps, pas comme elle qui vit au crochet des autres. Enfin, c'est le tour de Bachel, qui se lève pour annoncer qu'elle va finalement rentrer chez elle. Elle explique qu'elle va passer un peu de temps avec ses parents, puis reviendra à la capitale pour être instructrice de magie. Denny précise qu'on l'avait invitée à donner des cours avant même d'être diplômée, donc elle a encore cette opportunité. Bref, il est temps de célébrer tous ces nouveaux départs. Évidemment, il se prépare un énorme banquet, mais Vivia est le premier à ramener une atmosphère un peu triste. C'est clair que tous vont se séparer, et il sait qu'ils vont énormément lui manquer. Henrietta pense peut-être retarder son entrée au travail pour rester plus longtemps avec eux, mais Denny lui dit que ce serait une bêtise. Ils peuvent enfin réaliser ce qu'ils ont toujours voulu, alors il ne faut pas perdre de temps. Si c'est important, il ne faut pas laisser passer l'opportunité. Ensuite, Denny, comme un vrai showman, prépare un peu de sa cuisine super addictive. Avec toute cette lumière, il n'y a pas d'autre explication. Résultat, un riz-frit légendaire. Mais regardez qui vient d'apparaître. Il dit que l'odeur était irrésistible et qu'il n'a pas pu s'empêcher de venir. Je ne sais pas vous, mais ce personnage me donne une drôle d'impression. Même le protagoniste semble surpris de le voir. Il lui demande son nom, et Atelier dit qu'il s'appelle Polpo. Il est content qu'elle s'en souvienne et en profite pour lui proposer de travailler dans sa boutique, mais Denny le remballe immédiatement, évidemment. Le protagoniste dit tout de même être reconnaissant pour la dernière fois, car grâce à son artefact il a pu bien manger. En fait, il pense même ajouter de nouveaux plats en utilisant cet objet. Le protagoniste lui demande pourquoi il est venu et remarque qu'il rougit. Curieux. Polpo explique qu'il a entendu dire qu'ils allaient faire un barbecue et il est venu les inviter à goûter une viande de haute qualité. Denny prend ça comme un défi personnel et demande qu'on lui donne la viande. En quelques gestes, il la prépare déjà à être cuite. Une fois prête, tout le monde mange. Mais voilà, je comprends, Polpo semble avoir certaines intentions envers Atelier. Voilà pourquoi il me donnait une mauvaise impression. Assez louche, en vérité. Vivia lui rappelle qu'à la cour on l'a appelé Denny Blacks, et voulait savoir s'il avait une relation avec le restaurant de la capitale. Le protagoniste explique que son nom de famille est Blacks et que la chef qu'il a élevée lui permettait d'utiliser ce nom, mais qu'après une dispute, il a préféré ne plus l'utiliser. Vivia demande ce qui s'est passé et il raconte qu'alors qu'il approchait du niveau 90, ils se sont disputés très violemment, et en y repensant, elle voulait sûrement éviter qu'il devienne arrogant. Après ça, il a quitté le restaurant et a essayé d'atteindre le niveau 100. Il a voyagé partout pour prouver à la chef qu'il avait raison, puis il est arrivé à l'aile d'argent. Il s'y est bien plu, mais il n'a jamais atteint le niveau 100. Pendant ce temps, deux filles se dirigent vers le restaurant du héros sans savoir qu'il est fermé. Une note explique que c'est pour raisons personnelles. Tout à coup, deux hommes apparaissent et poussent l'une des filles de son chemin. Les filles répliquent, mais un problème survient, le restaurant de Denny est en feu. Pendant que les garçons rentrent, ils parlent encore du barbecue incroyable, mais ils remarquent l'incendie en direction du restaurant et s'inquiètent aussitôt.
Le protagoniste court immédiatement, pris d'un mauvais pressentiment, et découvre le pire. L'angoisse qu'il ressent est indescriptible, et les visages de tous parlent d'eux-mêmes. Quelqu'un demande s'il y a un mage d'eau, mais un autre dit que ça ne ferait qu'étendre le feu. Les deux filles préviennent le protagoniste que les responsables sont là. Vivia reconnaît qu'ils sont membres de Brume Nocturne, et les types l'admettent. Ils disent que c'est pour obliger Denny à mieux se tenir. Ils précisent aussi que ce n'est pas seulement Brume Nocturne, mais aussi l'Aile d'Argent et même la maison de Workstadt, l'oncle d'Atelier. Tous veulent que le protagoniste souffre. Il ne reste plus que des décombres du restaurant. Là où autrefois il y avait tant de bons souvenirs, il n'y a plus rien. Même les livres d'Atelier ont été perdus à jamais. Henrietta ne peut s'empêcher de pleurer et Vivia se sent coupable, sachant que ces types détestent le protagoniste parce qu'il l'a sauvé. Bachel ressent la même chose, si Denny ne l'avait pas sauvé, il n'aurait pas eu Brume Nocturne comme ennemi. Mais le protagoniste dit que ce n'est la faute de personne, il n'imaginait juste pas que l'Aile d'Argent s'impliquerait. Tout indique que Joseph a ordonné à Vigo de donner l'ordre à l'Aile d'Argent, qu'il a ensuite transmise à Brume Nocturne. Le protagoniste comprend qu'il s'est attiré de gros ennuis. Vivia propose de régler ça ensemble, comme toujours, mais le protagoniste refuse, il ouvrira un autre restaurant dans une autre ville, point final. Pour l'instant, il est fatigué, mais heureusement, personne n'a été blessé. Ses amis insistent pour affronter leurs ennemis, mais le protagoniste leur dit qu'ils n'ont aucune chance. Maintenant qu'ils ont uni leurs forces, c'est impossible de les vaincre. Il les remercie et décide de partir avec Atelier. Mais Vivia ne comprend pas. Où est passé le Denny prêt à défier tout un royaume pour protéger Atelier? Le héros répond qu'à cette époque, il n'était pas lucide, mais que maintenant, il l'est. Un peu plus tard, on voit que le coffre-fort est intact. Atelier lui demande s'il est sûr de sa décision. Denny répond que oui, avant qu'il y ait plus de victimes ou que ses amis soient touchés, il préfère partir ailleurs et recommencer à zéro. Pendant que les autres sont indignés, encore plus de voyous apparaissent et ça risque de dégénérer. Atelier demande si elle peut aller avec lui, et il lui dit bien sûr. Le protagoniste promet que quand ils seront installés, ils pourront revenir en vacances. Atelier espère seulement qu'il tiendra parole et que tout se passera bien. Oui, c'est un épisode vraiment triste. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Ça avait commencé dans la joie la plus totale et regardez comment ça se termine. En sortant du restaurant en ruine, il tombe sur Henrietta, Vivia et Bachel, accompagnés d'un énorme groupe de personnes. Denny est surpris de voir leurs expressions si sérieuses, mais il comprend vite qu'ils sont là pour l'arrêter. Bachel lui fait clairement savoir qu'ils ne le laisseront pas fuir pendant la nuit. Henrietta commente qu'elle ne savait pas qu'il était un perdant. Denny leur demande simplement ce que tout le monde fait là, et Vivia l'avertit qu'elle sait déjà quel genre de personne il est. Après tout, il ne supporte pas que l'on fasse du mal aux autres, mais cela lui est égal lorsque c'est lui qui en souffre. Vivia lui fait remarquer la foule rassemblée et s'exclame que tout le monde est là pour lui, car si lui est triste, alors eux aussi le sont. Henrietta s'exclame que lorsqu'ils souffrent, eux aussi ressentent la douleur. Bachel, frustré, lui reproche de ne pas comprendre quelque chose d'aussi simple. Vivia lui rappelle que tous se sont retrouvés ici après avoir été chassés d'autres endroits, et que lui aussi a été expulsé. Si vraiment ils ne sont pas nécessaires, l'exil peut sembler inévitable, mais cette fois, ce n'est pas le cas, car ici il y a des gens qui ont besoin de lui et veulent qu'il reste. Les trois insistent, c'est ici qu'il doit être, et ils ne permettront pas qu'on le chasse, car il les aura toujours à ses côtés. Soudain, Polpo prend la parole et déclare qu'il ne pardonnera jamais à quiconque ferait du mal à Atelier. Les jumelles le soutiennent, précisant qu'elles ne supporteraient pas de se retrouver sans nourriture, et qu'elles devront donc aussi l'aider. D'autres soldats montrent leur soutien, bien que Denny ne sache même pas qui ils sont. Tous insistent pour qu'ils se battent ensemble. Vivia lui dit que s'il accorde de la valeur à quelque chose, il ne doit pas le lâcher. Denny est bouleversé par ces mots et les sentiments de chacun, et réalise alors à quel point il est pitoyable. Après tout, il n'a cessé de dire aux autres de ne jamais lâcher ce qu'ils chérissent, et c'est pourtant exactement ce qu'il est en train de faire. Atelier attire soudain son attention en tirant sur sa chemise, et Denny est surpris par son expression. À ce moment, il décide de lâcher son bagage avec un sourire et déclare qu'il n'y a plus le choix, ils devront tenter l'aventure ensemble. Tout le monde est très heureux, même si Denny précise qu'il ne veut simplement pas qu'on l'appelle un perdant. Henrietta, un peu nerveuse, s'excuse en expliquant qu'elle n'a dit cela que pour l'arrêter. Mais en laissant ça de côté, elle propose de donner un nom à l'équipe. Denny ne comprend pas, mais Bachel est d'accord avec elle, expliquant qu'avoir un nom leur donnera une véritable identité. En réfléchissant, Atelier propose le restaurant des marginaux. Cela surprend Denny, qui trouve le nom un peu intense, mais Vivia n'y voit rien de mauvais, car après tout, ils sont bel et bien des marginaux. Avec le nom décidé, Vivia demande à Denny de prononcer quelques mots en tant que chef du restaurant des marginaux. Après avoir réfléchi, Denny s'adresse à son équipe et aux citoyens enthousiastes qui l'accompagnent et les motive à écraser les ennemis, proclamant que le mal ne triomphera pas et qu'ils doivent aller jusqu'au bout. Tous lèvent le poing avec lui, marquant le début de la contre-attaque. Vivia demande alors quel est le plan, mais Denny se rend compte qu'il n'y a pas encore vraiment pensé. À ce moment,
Cathy arrive sur place, visiblement bouleversée, mais constate qu'elle est arrivée trop tard. Elle s'excuse au nom de l'Aigle d'Argent pour l'incendie, mais Denny lui rappelle que ce n'est pas sa faute. Cathy se sent néanmoins coupable, car elle avait entendu Vigo discuter avec un autre membre de l'Aigle d'Argent à propos du plan d'incendier le restaurant. Vigo avait même partagé ces informations avec la Brume Nocturne. Cathy avait quitté les lieux aussi vite que possible pour prévenir Denny, mais n'était pas arrivée à temps. Elle regrette de ne pas avoir pu le faire plus tôt, mais Denny lui demande d'oublier. Cependant, il veut savoir ce qu'il en est des mouvements de Vigo, car les choses ne peuvent pas rester ainsi. Cathy répond que, même si Vigo a agi de son propre chef, elle porte la responsabilité de ne pas l'avoir arrêté, et qu'elle doit donc s'excuser. Elle admet qu'elle n'est pas parfaite, mais en tant que sous-capitaine, elle doit protéger l'Aigle d'Argent, et qu'elle ne peut donc pas l'aider davantage. Avant de partir, Denny s'excuse auprès d'elle, reconnaissant qu'il n'aurait pas dû lui demander cela alors que Vigo lui posait déjà des problèmes. Cathy s'arrête un instant et précise que ce qu'elle va dire n'est que des pensées à voix haute, mais Denny l'écoute attentivement. Plus tard, dans les carrosses, Denny raconte aux autres l'existence de Jean Black, la chef cuisinière des restaurants Blacks, qui est de niveau 100. Il leur explique que c'est elle qui l'a élevée, ce qui choque immédiatement les autres, quelqu'un d'un tel niveau avait été sa maîtresse. Le niveau 100 est le plus haut qu'un humain puisse atteindre. Vivia explique que pour la majorité des gens, la limite est le niveau 60, et que seuls quelques rares individus aux talents exceptionnels peuvent dépasser le niveau 80. Encore moins nombreux sont ceux qui franchissent le niveau 90. La plupart meurent au niveau 99, ce qui fait que ceux qui atteignent le niveau 100 inscrivent leur nom dans l'histoire. Denny comprend tout cela, mais demande pourquoi Vivia s'enthousiasme autant. Celui-ci explique qu'en plus, ceux qui atteignent le niveau 100 sont considérés comme des êtres de rang souverain, tels que Yuzo, le fondateur de la magie, Natura, la souveraine des aventuriers, ou Jinkfrey, le fondateur des compétences et premier roi. Jean Black serait donc au niveau de ces figures légendaires. Denny admet qu'il n'avait pas vu Vivia aussi excitée depuis longtemps, mais il lui demande de se calmer. Après tout, même si elle est effectivement de niveau 100, Jean Black a surtout perfectionné ses compétences culinaires, et ses aptitudes au combat sont faibles en comparaison. Vivia se calme en comprenant. Denny précise cependant que comme cuisinière, Jean Black est au sommet et connu dans toute la capitale. C'est donc la meilleure personne à qui demander de l'aide, si elle accepte. Les autres s'inquiètent à l'idée qu'elle les mette dehors dès leur arrivée. Denny reconnaît que c'est probable, ce qui les préoccupe davantage. Mais Henrietta suppose qu'il ira la voir une fois à la capitale, ce que Denny confirme, leur demandant de suivre le plan convenu. À leur arrivée, tous portent des tuniques blanches pour cacher leur identité, donnant ainsi suite au plan de Denny. Vivia se rend dans une boutique pour présenter une requête. La responsable accepte volontiers, ravie par son charme. Même s'ils doivent rester discrets, la femme ne peut s'empêcher de le fixer, rougissant devant son sourire éclatant. Après l'avoir remercié, Vivia sort pour aider les autres. De leur côté, Bachel et les jumelles prévoient de contacter tous les mages et savants de renom de la ville. Les jumelles doutent qu'ils acceptent, mais Bachel est confiante. Pendant ce temps, Henrietta rencontre Sesta Peach et lui expose la situation, se demandant si l'affaire peut être considérée comme criminelle. Il lui explique que même s'il capturait le chef de la Brume Nocturne, l'Aigle d'Argent a trop de liens avec la royauté et la noblesse, ce qui rend l'affaire trop compliquée. Henrietta, déçue mais pas surprise, lui confie qu'ils ont en réalité un plan et espère qu'il pourra les aider. Ailleurs, Polpo dirige des travailleurs transportant des caisses. Il les gronde sur leur lenteur et les oblige à calculer mentalement la disposition du mobilier pour gagner du temps. Effrayés par son caractère, ils obéissent précipitamment. Plus tard, ils discutent avec Atelier d'un objet magique défectueux trouvé dans une caisse. À ce moment, un ancien client reconnaît Atelier comme la jeune fille qui lui avait prêté un grimoire, lequel avait sauvé sa femme. Reconnaissant, il lui rend le livre et propose de l'aider, révélant qu'il est un mage renommé spécialisé en magie du vent. Polpo accepte son aide immédiatement. Tous participent donc au plan selon leurs moyens, profitant de chaque soutien possible. De son côté, Denny se rend seul à un endroit particulier. Devant une porte, il se remémore le jour où il avait quitté le restaurant de Jean, pensant ne plus rien y apprendre. Maintenant, le voilà de retour devant ses portes, hésitant. Mais il trouve le courage d'entrer. Le personnel, surpris, le reconnaît aussitôt comme l'ancien second cuisinier et l'accueille chaleureusement. Denny demande à voir la chef, et Esmok, l'actuelle seconde, l'y conduit. Denny retrouve enfin Jean Black, en train de cuisiner. Il s'annonce d'un ton nerveux, et elle le reconnaît immédiatement comme l'idiot du riz-frit. Denny sourit et dit qu'il est revenu. Elle lui demande s'il a trouvé sa réponse. Il admet que non, et qu'elle avait peut-être raison, il n'atteindra jamais le niveau 100. Après avoir voyagé et vécu tant d'expériences, il le pense vraiment. Jean lui demande alors son objectif, car il n'est pas revenu par hasard. Denny explique qu'il a reçu des informations de Cathy, bientôt se réuniront des personnalités de haut rang, parmi lesquelles Joseph Werksat, juge du tribunal royal de justice, Hopper, chef de la maison Werksat, le chef de la Brume Nocturne et Vigo de l'Aigle d'Argent. Jean,
analysant cela, remarque qu'une telle concentration de voyous ne peut rien apporter de bon. Denny ne sait pas ce qu'il prépare, mais il veut en profiter. Il demande donc à Jean de lui fournir des informations, où et quand aura lieu cette réunion. Il sait qu'avec ses relations de meilleure cuisinière de la capitale, elle pourra le découvrir. Jean, sérieuse, lui demande ce qu'il compte faire, car elle n'aime pas que l'on dérange un repas. Denny, déterminé, lui répond qu'il sait que c'est terrible, mais qu'il n'a pas l'intention de reculer, car il doit atteindre son objectif. Après avoir écouté les paroles de Denny, Jean mentionne que son fils adoptif revient après plusieurs années d'absence seulement pour lui dire une absurdité. Denny lui explique qu'il ne voulait pas que les choses se terminent ainsi, tandis qu'elle lui reproche d'avoir toujours abandonné dans les moments les plus étranges. Et bien que la passion de s'entraîner et d'aider les autres soit bien présente, il se met toujours en dernier, et pour cette raison même elle lui demande ce qui le pousse à aller à de tels extrêmes. Ici, Denny se rappelle des paroles des garçons, ainsi que de tous ceux qui lui ont montré leur soutien pour rendre justice, ayant aussi en tête l'image d'Atelier. En touchant le bracelet qu'elle lui avait donné, il explique à Jean qu'il y a des gens qui apprécient sa cuisine et son restaurant, et qu'il fait cela pour eux. En voyant son expression au moment de ses paroles, Jean remarque qu'il a appris certaines choses. Denny estime qu'il n'a encore rien appris, mais qu'il doit quand même accomplir cela. Sans plus tergiverser, Jean accepte sa requête, mais lui demande aussi de l'écouter à son tour. Elle lui rappelle qu'elle lui a tout donné. En réalité, elle a soutenu les compétences d'un chef toute sa vie, mais il y a une chose qu'elle ne lui a pas enseignée, et c'est qu'il lui manque une dernière pièce pour atteindre le niveau 100. Elle est prête à lui donner un indice. Une fois qu'elle dit cela, Denny sort du restaurant et pense que si un tel indice pouvait vraiment l'aider, il ne serait pas dans une telle impasse. Plus tard, Esmok rejoint Denny et lui remet quelque chose de la part de la chef, qui s'avère être les détails de la réunion. Denny dit qu'avec cela, les préparatifs sont terminés, et il avertit les garçons qu'il est temps d'agir. Ces derniers répondent avec enthousiasme. De son côté, Vigo est intercepté par Cathy au moment où il allait sortir du bâtiment de l'Aigle d'Argent. Quand elle lui demande la raison de sa sortie, il lui rappelle qu'il a des affaires à régler. Cathy suppose que c'est normal pour un capitaine, mais Vigo pense que c'est une perte de temps et, même s'il le voit ainsi, il n'a pas d'autre choix que d'y aller. Elle lui dit donc au revoir et se retire, tandis qu'il monte dans son carrosse pour se diriger vers la réunion. Il pense de nouveau que, même si c'est une perte de temps, son objectif est bien plus grand. Nous sommes maintenant dans le passé de Vigo, lorsqu'il était encore un jeune garçon. On le voit en train de labourer la terre avec d'autres enfants, tandis que son frère se repose à l'ombre d'un arbre. Soudain, celui-ci commence à beaucoup tousser, et les adultes autour ressentent de la pitié pour eux, car leur père est mort d'une maladie et leur mère est partie avec un autre homme. De plus, le plus jeune souffre des poumons, ce qui rend leur situation encore plus difficile. Un jour, la noble du village s'approche de Vigo et le félicite pour son travail, tout en lui offrant de la nourriture. Elle sait qu'il donne toujours tout à son petit frère et mange rarement, alors elle insiste pour qu'il se nourrisse bien. Vigo la remercie, mais dès qu'elle s'éloigne avec son majordome, son expression se transforme en un sourire malicieux. Il dit à son frère qu'il est heureux de l'avoir à ses côtés, car cela rend plus facile de tromper ces bonnes personnes. Son frère n'est pas à l'aise avec ses propos, mais préfère ne rien dire. Plus tard, le chien de la famille noble se met à aboyer encore une fois contre Vigo, et la dame s'excuse pour le comportement de son animal. Vigo regarde le chien avec dégoût, et un jour, la dame et son fils retrouvent le cadavre du chien gisant au sol, ce qui les attriste beaucoup. On nous montre alors ce qui s'est réellement passé, Vigo l'a tué à coups violents sans la moindre retenue. Lorsque son frère s'est approché pour tenter de l'arrêter, Vigo lui a répondu que cette bête mangeait mieux qu'eux, avant de finir son acte. Peu après, le majordome apporte à la dame une oue retrouvée dans l'incinérateur, totalement couverte de sang. Comme elle la reconnaît immédiatement comme étant celle de Vigo, elle l'interroge. Vigo répond avec naturel qu'il avait oublié de la rapporter la veille. Grâce à son sang-froid, la dame accepte sans insister. Mais soudain, le majordome fait remarquer les taches de sang sur les vêtements de son frère. Vigo se souvient que cela est arrivé parce que son idiot de frère avait serré le chien mort contre lui, attristé par ce qui s'était passé. Quand il voit que le majordome s'apprête à l'accuser, Vigo le frappe et avoue directement que c'est lui qui l'a fait. La dame, sous le choc, lâche la houe, et une fois les choses claires, elle ordonne que Vigo soit puni. Cette nuit-là, son petit frère le voit revenir avec le corps couvert de marques de fouet. Mais la scène suivante montre la demeure de la famille noble en flammes, sous les yeux horrifiés de ses habitants. Vigo observe la scène de loin avec son frère et lui dit qu'il leur a tout pris, que désormais ces gens sont comme eux, mais qu'ils refusent de rester à leur niveau. En y réfléchissant davantage, il conclut que plus un lieu est haut et inaccessible, plus il désire l'atteindre. Alors qu'il demande à son frère de partir avec lui, il se rend compte que ce dernier a disparu. Par la suite, Vigo se consacre sans relâche à l'escrime, s'entraînant jour et nuit jusqu'à s'en faire saigner les mains. Un jour, il croise des aventuriers arrogants dans une ruelle. Malgré leur carrure imposante, ils ne font pas le poids face à lui. Après les avoir vaincus, il leur prend leurs affaires pour améliorer son apparence. Ainsi,
Il continue jusqu'au jour où il est accepté dans le groupe Croc d'Argent. Là, il rencontre le capitaine Gadeux, qui remarque que Vigo est déjà au niveau 80 malgré son jeune âge, ce qui impressionne tout le monde, car il est presque aussi fort que le capitaine. Lors de leurs expéditions en donjon, ses camarades sont toujours stupéfaits de ses capacités. Mais Vigo leur dit qu'ils peuvent affronter seuls les monstres et leur demande de prendre de l'avance. Comme ils ont confiance en lui, ils acceptent. Pendant une pause, Gadeux veut lui parler en privé et lui demande pourquoi il se bat toujours seul. Car avec l'aide des autres, ce serait bien plus facile. Vigo répond que gagner facilement n'a pas de sens. En entendant cela, Gadeux comprend qu'il vise le niveau 100. Il lui rappelle alors que les groupes ne sont pas faits pour cela. Soudain, il se retrouve face à un dragon cavernicole. Comme ces créatures ne sont pas agressives sans provocation, Gadeux reste calme. Mais Vigo lance volontairement une lame magique contre le dragon, qui s'énerve aussitôt. Gadeux le réprimande, mais baisse sa garde et se fait tuer par le dragon. Quand le groupe rentre, ils pleurent la perte de leur capitaine. Ensuite, ils demandent à Vigo de prendre la tête de Croc d'Argent, car il est le plus fort parmi eux. Vigo accepte sans hésiter. Mais plus tard, beaucoup quittent le groupe, affirmant qu'ils ne supportent plus de travailler pour lui. Ils expliquent qu'ils ne sont pas des aventuriers pour passer leur vie à flatter la noblesse. Après s'être excusés, un autre membre les suit. Vigo finit par recruter de nouveaux aventuriers qui acceptent sa façon de faire. Quand il rencontre Cathy, elle lui demande si le groupe ne s'appelait pas Croc d'Argent. Vigo lui explique que cette époque est révolue, et qu'ils sont désormais les Ailes d'Argent, une nouvelle génération destinée à guider le royaume entier. Il juge Cathy digne de ce rôle et veut qu'ils deviennent les plus forts. Elle accepte son invitation sans objection. Sorti de ses pensées, Vigo est averti qu'il est arrivé à destination. En entrant dans la salle, il remercie Joseph de son invitation, mais ferme aussitôt les portes en rappelant qu'ils ne doivent pas être vus en train de manger ensemble. Joseph lui assure qu'il a réservé tout l'hôtel, mais Vigo reste méfiant. À table, Joseph se moque du fait qu'Atelier ait cru pouvoir tromper son oncle. Vigo lui confirme qu'il a exécuté ses ordres, qu'il ne reste rien du local lié à la jeune fille, et félicite Hopper pour son travail. Puis il précise qu'ils n'ont rien à craindre, car ils ont le soutien du juge le plus influent du royaume. Joseph insiste que ce n'est pas suffisant, que son objectif est de diriger le royaume dans l'ombre. Ils ont réuni les plus hautes autorités judiciaires, militaires et politiques, et la famille royale n'est rien en comparaison. Il remercie Denny, car c'est grâce à lui qu'ils ont uni leurs forces. Soudain, un serviteur entre avec un chariot. Vigo s'énerve de son intrusion, mais Joseph le calme. Le garçon explique qu'il manquait un plat et qu'il l'apporte. En dévoilant le plat, il découvre du riz frit. Tous s'étonnent, et le garçon dit que c'est la spécialité du chef. Vigo lui ordonne de partir, mais Joseph goûte et s'exclame qu'il est excellent. Hopper et même le juge confirment. Joseph demande à voir le chef en personne pour l'embaucher. À ce moment, Denny entre dans la salle, une portion de riz à la main. Après avoir posé le plat, il retire le sac qui couvrait sa tête et remercie Joseph pour l'offre, qu'il rejette. Puis il annonce qu'il est venu le remercier d'avoir réduit son restaurant en cendres. Joseph demande à Vigo et Hopper d'intervenir. Vigo lui demande ce qu'il compte faire. Denny répond qu'il prévoit de frapper tous ceux présents. Vigo lui dit que cela ne résoudra rien et qu'il sera condamné à mort. Denny déclare qu'il s'en moque, qu'il rendra chaque coup et qu'il se vengera de ce qu'ils ont fait. Son cri terrifiant fait tomber Joseph, Hopper et le juge à genoux, incapables de supporter la pression. Joseph, désespéré, demande ce qu'il veut, prêt à accepter n'importe quelle demande. Denny exige le retour des parents d'Atelier et des livres brûlés. Joseph dit que c'est impossible. Denny insiste alors, et sous sa voix intimidante, Joseph finit par avouer qu'il a donné l'ordre de brûler le restaurant. Mais Denny n'en reste pas là, il le force à confesser les détails, révélant qu'ils ont utilisé Brume Nocturne pour l'incendie, détruit les livres d'Atelier et comptait couvrir l'affaire grâce au juge. Incapable de résister, Joseph admet tout. Vigo comprend alors que Denny utilise une voix intimidante et tente de l'arrêter, mais il est trop tard. Vivia et le mage se trouvent de l'autre côté de la salle avec un artefact d'enregistrement. Vigo tente de les attaquer, mais ils s'échappent. Quand il regarde dehors, il voit que de nombreuses personnes importantes mangent tranquillement, témoins de tout. Denny leur souhaite la bienvenue au restaurant de l'aventurier itinérant, affichant un sourire confiant devant le piège qui s'est refermé sur eux. Pour comble, Vigo ne comprend pas comment il est possible que tous les présents soient liés à la magie. Les gens se demandent si tout ce qu'ils ont entendu est vrai, car le restaurant qui a été incendié contenait des livres de magie incroyables et très précieux. Tous pensent que s'ils sont responsables de les avoir brûlés, ce sont des personnes répugnantes. Le protagoniste nous explique que dans ce royaume, ce sont les mages et les sages qui font respecter la loi. Ce ne sera pas lui qui les jugera, mais le royaume et ses propres lois. Bien que les compagnons du protagoniste célèbrent le succès de leur mission, les autres sont très en colère face à la situation, et l'avocat précise à Vigo et ses associés que tous les autres avocats du royaume ont entendu leur déclaration. Quelques minutes plus tard, ils s'approchent d'eux et les avertissent que rien de ce qu'ils diront ne les sauvera de cette situation. Denny n'est pas du genre à se moquer, mais il dit à Vigo, en plaisantant,
tu l'as bien cherché. Évidemment, Vigo, furieux, passe rapidement à l'action. Il savait que le protagoniste interviendrait un jour dans ses plans d'établir un gouvernement militaire. En fait, il pense qu'il a été trop clément en se contentant de l'expulser, et maintenant, il veut le détruire. Denny accepte évidemment le duel et prépare ses armes pour se battre. Enfin un combat entre deux personnages puissants. Je trouve qu'ils ont un peu tardé dans cet anime, mais bon. Avec quelques attaques, on remarque que Vigo est effectivement puissant. Le protagoniste a déjà reçu quelques blessures, et personnellement, je trouve amusant que ses compétences soient très liées à la cuisine. Au milieu du combat, des souvenirs nous montrent comment ils se sont rencontrés. Katy a amené le protagoniste pour le recruter, après l'avoir rencontré dans une taverne. Vigo l'a évidemment méprisé, le considérant comme un simple cuisinier, mais le protagoniste ne s'est pas laissé intimider. Finalement, Katy a apaisé les tensions, et le protagoniste a rejoint le groupe grâce à son insistance, convaincu que sa cuisine rendrait tout le monde heureux. Plus tard, dans un cachot, après que les autres ont vaincu un monstre, le protagoniste s'est mis à cuisiner des steaks pour faire des hamburgers. Cependant, malgré le succès de la mission, Vigo ne voulait pas perdre de temps avec la nourriture et a ordonné à tout le monde de se dépêcher, car il voulait continuer à éliminer des monstres pour faire grandir la réputation d'Aile d'Argent. Denny l'a félicité, car être ambitieux est parfois une bonne chose, pas nécessairement mauvaise. Vigo lui a répondu qu'il avait dû travailler dur et faire beaucoup pour en arriver là. Vigo a dit au protagoniste qu'Aile d'Argent devait être la meilleure et que c'était eux qui dominaient les autres, pas l'inverse. Mais le protagoniste s'en fichait complètement. Vigo ne tolérait pas cette attitude désinvolte et lui a demandé pourquoi il aspirait à atteindre le niveau 100. Denny a réfléchi à une bonne réponse, mais malheureusement, ses hamburgers ont commencé à brûler, et il n'a rien répondu. Au moment de manger, tout le monde était ravi, surtout Katy, car la nourriture était délicieuse. Certains sentaient même qu'il récupérait de l'épuisement du combat. Katy a apporté un hamburger à Vigo pour qu'il goûte, et bien qu'il ait joué les difficiles comme toujours, il a admis que c'était plutôt bon. Denny était très heureux de voir cela, mais comme d'habitude, Katy n'a pas tardé à lui redemander de la nourriture, car en plus d'être gourmande, elle lui a dit que les hamburgers étaient son plat préféré au monde. Comme il y en avait assez, Denny n'a pas hésité à lui en préparer d'autres. Elle l'a remercié pour tout, mais le protagoniste n'a pas compris pourquoi elle était soudainement si gentille. Katy lui a expliqué que depuis son arrivée, le groupe était devenu bien plus joyeux. En plus de sa cuisine, il contribuait beaucoup avec l'alchimie et la médecine, ce qui les avait sauvés de nombreux problèmes. Katy était même convaincue que Vigo pensait la même chose, mais ce dernier, têtu, a dit que non, absolument pas. Denny n'a pas prêté attention à ses paroles, et pour comble, Katy ne l'a même pas écouté, trop occupée à manger ses hamburgers. Plus tard, Vigo a expulsé un autre membre du groupe, jugeant qu'il n'avait pas besoin d'inutile. Malgré les supplications de ce membre pour une autre chance, Vigo l'a rejeté comme s'il n'était rien. Denny, lui, n'a pas hésité à s'approcher et à lui donner des boulettes de riz aux effets curatifs, tout en lui souhaitant de trouver un endroit où il serait mieux apprécié. Je me demande comment cette rouquine n'a jamais remarqué à quel point Vigo était une mauvaise personne. Ou peut-être qu'elle ne voulait pas l'admettre. Question intéressante. Quelques jours plus tard, Aile d'Argent a été réprimandé par un noble pour avoir échoué une mission. Lui et sa femme se sont moqués d'eux, les traitant d'incapables et espérant même qu'un membre meure pour en tirer une histoire. Cela a tellement énervé Vigo qu'il n'a pas hésité à les attaquer, mais heureusement, le protagoniste l'arrêta. Plus tard, dans une taverne, Vigo ne comprenait pas comment Denny pouvait ne pas être en colère contre ces nobles. Vigo disait qu'il détestait ces gens chanceux, nés dans l'opulence par pur hasard, qui se permettaient de les mépriser. Il a promis au protagoniste qu'il leur ferait ravaler leurs paroles et les ferait ramper à leurs pieds. Évidemment, le protagoniste a pris cela avec beaucoup de calme, estimant que certaines choses ne pouvaient être changées, même en s'énervant. Nous revenons enfin au présent, où le protagoniste est clairement dominé par Vigo et sa capacité de contact corrosif. Denny est certain qu'un seul coup pourrait le tuer. Pourtant, il décide d'utiliser quelque chose pour amplifier ses sens et mieux se battre. Vigo lui demande pourquoi il s'implique autant alors qu'il a toujours été distant et désinvolte, à moins qu'il n'ait feint cette attitude pour éviter d'affronter quelqu'un qu'il ne pouvait pas vaincre. Il lui reproche aussi d'avoir soi-disant changé de mentalité, alors qu'en réalité, il n'a eu que la chance d'être adopté par une mère riche. Le combat continue. Denny tente de l'attraper avec ses poils métalliques, mais cela n'a aucun effet pour le moment. Vigo semble pouvoir briser ses défenses sans problème et sait que Denny s'épuise peu à peu. Le protagoniste, très fatigué, utilise une sorte de fumée pour dissimuler sa présence. Vigo s'énerve, disant qu'il s'est trompé sur le protagoniste, qu'il fait partie des faibles et que lui, Vigo, a un cœur de faucon qui ne plie devant rien ni personne, et qu'il le vaincra bientôt. Vivia n'en croit pas ses yeux face à la destructivité d'un combat entre deux niveaux 99, un spectacle qu'elle n'avait jamais vu. Les autres sont aussi impressionnés, mais Atelier s'inquiète en voyant le protagoniste être touché. Denny, avec ses sens amplifiés, sent que tout autour de lui se déroule au ralenti. Il sait que s'il continue ainsi,
Tout est fini, mais il ne sait pas quoi faire, car Vigo est trop fort. Notre héros se met à penser à ce qu'il aime, cuisiner ce qu'il veut, avoir son propre restaurant, aider les autres, être comme un grand frère et prendre soin des gens. Il sent que ce mode de vie lui suffisait, mais peut-être pas pour atteindre le niveau 100. Il se souvient qu'on lui a dit qu'il ne l'atteindrait jamais s'il se contentait du niveau 99. Denny avait répondu à Jean que cela n'avait pas de sens, car il avait déjà accompli énormément. Jean lui avait expliqué que pour atteindre le niveau 100, il fallait quelque chose de plus, que faire les choses à moitié était son erreur. Denny trouvait cela absurde et avait demandé ce qui lui manquait. Jean lui avait répondu que tant qu'il ne le saurait pas, il ne l'atteindrait jamais, quoi qu'il fasse. De retour au présent, il se relève et se demande pourquoi il est devenu cuisinier, pourquoi il s'est tant efforcé et a préparé toute cette nourriture. Pourquoi la chef l'a-t-elle adopté quand il n'avait nulle part où aller? Ce jour-là, elle lui avait préparé le riz frit le plus délicieux qu'il ait jamais goûté. Peut-être que cela l'a motivé à cuisiner la même chose à l'avenir. Ou peut-être pas. Peut-être ce qu'il cherchait était cette sensation chaleureuse qu'il a ressentie en goûtant ce plat. Ce qui l'a motivé n'était pas d'être servi, mais de servir les autres, ceux qui étaient dans la même situation que lui, comme Atelier, Bachel, Vivia et Henrita. Denny a peut-être toujours voulu être quelqu'un d'important pour ces personnes et leur donner plus de raisons de sourire. Le protagoniste vient de réaliser que c'était la véritable raison pour laquelle il est devenu cuisinier. Malheureusement, il s'évanouit presque, à bout de force, mais heureusement, les filles crient, très inquiètes, et il se réveille. À cet instant crucial, Atelier lui demande de ne pas perdre, et Denny n'en revient pas d'avoir inquiété les filles. Vigo lance une attaque très puissante, mais Denny se souvient que Jean lui avait dit que le niveau 100 n'est pas quelque chose que l'on recherche ou une ambition à atteindre. Le niveau 100 s'atteint sans s'en rendre compte. Il lui avait raconté l'histoire de l'oiseau bleu, qui avait parcouru Dokier à la recherche du bonheur, alors que ce bonheur était toujours à sa portée sans qu'il s'en rende compte. Les niveaux fonctionnent de la même manière, mais la différence entre le niveau 99 et le 100 est infime, et il suffit de manifester ce que l'on porte en soi. C'est confus, mais profond. Denny n'avait jamais compris ce que sa maîtresse voulait dire, mais maintenant, il semble enfin le saisir. Il repousse l'attaque de Vigo comme si de rien n'était. Quelque chose d'étrange se passe avec le protagoniste, entouré d'une aura puissante. Il nous dit qu'il a enfin compris que la force ne fait pas tout et qu'il peut désormais être le chef le plus fort, celui qui protégera les sourires de ses proches.